Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Le 1er janvier 1917, le corps de Grigori Raspoutine est retrouvé dans les glaces de la Petite Neva à Petrograd. L'homme avait été assassiné l'avant-veille, attiré dans un guet-apens par le cousin du tsar Nicolas II, le grand-duc Dimitri Pavlovitch et le prince richissime Yusupov. Empoisonné, assommé, finalement transpercé de plusieurs balles, on sait que Raspoutine vivait encore quand il fut jeté dans les eaux glacées du fleuve. C'était là la fin d'un mythe et le début d'un autre, d'une légende aussi sombre qu'étrange, ce que l'on appellerait aujourd'hui une Raspoutine mania. Mais qui était Grigori Efimovitch Raspoutine ? Certains biographes estiment qu'il eut un rôle clé dans l'histoire contemporaine de la Russie impériale, quand d'autres, au contraire, l'ignorent superbement ou le jugent comme un phénomène simplement anecdotique. Objet d'adulation, craint certainement, détesté par beaucoup, sujet central de bien des rumeurs, fut-il voleur et accapareur ou bien religieux au pouvoir thaumaturge et même parfois Cassandre. Fut-il alcoolique, obsédé par les aventures sexuelles, libertin compulsif ou bien monarque, autocrate à la place d'un empereur fantôme face à la menace révolutionnaire. Storia Voce vous propose aujourd'hui de démêler les chevaux complexes, non seulement de cette personnalité, mais aussi de cette vaste Russie qui, pour nous occidentaux, nous semble bien loin et pourtant si proche de notre imaginaire romanesque. Alexandre Zoumpf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé d'histoire, maître de conférences à l'université de Strasbourg. Vous êtes un des grands spécialistes de la Russie aujourd'hui, auteur de plusieurs ouvrages. Je vais me contenter de signaler donc La Grande Guerre oubliée aux éditions Perrin en 2014, donc sur la Russie dans la Grande Guerre. Et vous venez de publier chez le même éditeur un ouvrage consacré à Raspoutine. Alors c'est dans la collection biographie, mais ce n'est pas vraiment une biographie. On va dire que c'est plus qu'une biographie. Vous vous présentez bien évidemment le personnage tout au long du livre, mais ce n'est pas une approche chronologique, c'est une approche thématique. Et vous essayez de en quelque sorte décrire ce véritable mythe. Et ce mythe, pour nous, Français, est incarné, si je puis dire, d'abord par une image que vous reprenez d'ailleurs sur votre couverture. C'est cette photo de ce personnage avec ce regard qui perce celui qui l'observe et cette main levée qui bénit en quelque sorte son interlocuteur. On ne sait pas si c'est une bénédiction. Et cette image montre à elle seule la complexité du personnage parce que nous, occidentaux, on s'y perd, on voit en ce personnage un religieux, or c'était beaucoup plus que cela. Oui, Raspoutine, en fait, est à la fois un religieux et quelqu'un qui va à l'encontre du clergé, quelqu'un qui vient du peuple et qui a fini dans sa vie dans un luxe relativement important, au cœur de tous les réseaux et de tous les scandales de Petrograd. Donc il a une vie passablement complexe. Et quand l'éditeur m'a demandé de réaliser une biographie de Raspoutine, au départ j'ai été assez sceptique, réticent. Parce qu'il y en a beaucoup. D'une part parce qu'il y en a beaucoup, d'autre part parce que je n'étais pas très familier avec l'exercice de la biographie, qui est un exercice vraiment très particulier en histoire, et que je ne voyais pas bien ce qu'on pouvait ajouter à cette histoire, si ce n'est une pièce supplémentaire au mythe. Et c'est partant de cette idée, justement, en discutant un peu avec des amis historiens, avec des proches, je me suis dit, mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire plutôt l'histoire de ce mythe, un mythe en deux parties, en quelque sorte, et c'est l'objet de cet ouvrage, le mythe du vivant de Raspoutine, un mythe auquel il a participé, mais qui lui a très rapidement échappé,
il faut bien le dire, et ensuite le mythe après sa mort, et notamment au travers de toute la culture populaire, et en particulier du cinéma dont je suis un spécialiste. Alors je ne sais pas si je suis un grand spécialiste, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup étudier, que j'aime beaucoup présenter aux étudiants, car je suis enseignant-chercheur, et donc j'ai visionné tous les films produits en tout cas dans le monde occidental, sur Raspoutine depuis 1917 jusqu'à aujourd'hui, et il en est ressorti justement toute la dimension mythologique, la dimension légendaire, et ce que chaque époque, en Russie ou ailleurs, voit dans Raspoutine. Donc en ce sens, c'est une biographie. Nous avons l'histoire de cet homme depuis que j'appelle Grigory Efimovitch, donc il a vécu comme le Christ, hein, il a vécu à un moment donné, il a eu son histoire, mais très vite, on lui a accolé d'autres histoires qui lui étaient proches ou qui lui étaient tout à fait étrangères. Et ces histoires-là ont fait progressivement partie de son histoire. Il a pu jouer avec ou en être victime. Il a fini d'ailleurs par en être victime. Mais c'est tout ce complexe à la fois biographique et d'histoire des représentations qui m'a intéressé dans ce personnage. Et donc finalement, je trouve que ça a été une bonne idée de l'éditeur de me proposer cet exercice, et que j'ai, me semble-t-il, su le renouveler, et aussi ne pas verser dans deux défauts assez récurrents de la plupart des auteurs, sauf deux, hein, en 1935 Spiridovitch et en 1996 l'historien français Yves Ternon, à savoir soit la géographie, soit au contraire la détestation la plus totale. Alors c'est ce qui ressort d'emblée de votre dans votre ouvrage. Vous montrez, c'est un personnage ambivalent. On se dit que c'est un personnage qui aurait pu très bien vivre de nos jours, où il y a tant de frontières, soit on est pour, soit on est contre. Et là, vraiment, c'est un personnage qui suscite les passions et l'opposition, ou au contraire, une adhésion quasi aveugle. Oui, et il suscite tous ces sentiments parce que lui-même avait un personnage assez fascinant. Il venait d'une province assez éloignée, la Sibérie, une sorte de Far East russe. Il venait de la partie la plus obscure, dit-on en russe, arriérée de la population, à savoir la paysannerie, et il pratiquait une foi hors clergé, une foi tout à fait personnelle et personnalisée, voire personnifiée, et en ce sens, il apportait un certain goût de nouveauté, notamment à Pétrograd. Goût de nouveauté qui a été goûté d'abord par les ecclésiastiques assez haut placés, qui ont vu un moyen, alors que la religion, comme partout ailleurs dans le monde, connaît un certain recul en Russie, en ce début de siècle, eh bien un moyen de relancer un petit peu la mode chrétienne, orthodoxe, de renouer avec sa dimension populaire, sa dimension ancrée dans un certain territoire, et donc se servant de Raspoutine comme une sorte d'icône vivante qu'on pouvait présenter à la fois au petit peuple dans les églises et en même temps à l'aristocratie ou à la bonne bourgeoisie dans les salons de Pétrograd. La religiosité russe est vraiment différente de notre religiosité occidentale. Ah ben de toute façon, même si on partage le Christ, l'orthodoxie qui elle-même se distingue entre l'orthodoxie grecque, l'orthodoxie russe et bien d'autres encore, est tout à fait singulière. Ce qu'elle a de particulier en Russie, outre sa très grande proximité avec le pouvoir impérial, c'est le fait qu'elle suscite un grand nombre de sectes ou qu'on va pas appeler des hérésies, hein, qui se développent et qui peuvent se développer justement toujours dans cette optique de retour à la vraie foi. Alors, ça existait aussi dans la chrétienté occidentale, mais un peu plus tôt. Là, on est vraiment dans un phénomène qui se développe à partir du XVIIe, XVIIIe siècle et qui rebondit jusqu'à Nicolas II lui-même. Nicolas II qui était très pieux et qui croyait en un lien spécial avec le peuple paysan, et un lien qui passait notamment par une foi orthodoxe très démonstrative et relativement mystique, ça sous l'influence de son épouse Alexandra Fyodorovna. Est-ce que c'est un personnage qui, en son temps, fait décaler par rapport à la société, par rapport au monde bourgeois, par rapport au monde de la noblesse? Alors en tout cas, Grigory Raspoutine n'est pas décalé dans son village.
Et s'il était resté dans son village, finalement, il serait resté un simple paysan et ce serait la fin de l'histoire. À partir du moment où il se fait errant, strannik en russe, il déjà propose une autre image de lui-même, un autre personnage, un personnage qui est très respecté, notamment en province, notamment par tous ceux qui accueillent chez eux les pèlerins qui vont de lieu de pèlerinage en lieu d'ermitage. Il joue à la fois aussi la carte du stariec, c'est-à-dire du vieux sage qu'on vient voir justement de loin dans un ermitage, dont le modèle pour nous lecteurs occidentaux est le stariec Zosim dans les frères Karamazov. Et avec ces deux facettes très singulières de la religiosité russe, il se présente introduit par les cercles ecclésiastiques à Pétrograd, et il fait complètement tâche, et en même temps il est complètement dans le ton de ce retour à la vraie foi. C'est ensuite quand des aristocrates proches des tsars s'entichent de lui, les deux princesses monténégrines Anastasia et Milica, et que certaines riches pétrogradoises font de lui l'icône, ou en tout cas le personnage magnétique de leur salon, que effectivement il arrive et que on vient voir celui qui dénote, celui qui fait tâche, comme vous dites. Est-ce que c'est un personnage qu'il est difficile de cerner véritablement? Alors, est-ce que vous êtes dans vos recherches donc vous avez parlé du cinéma, on va y revenir d'ailleurs à la fin de cette émission, mais aujourd'hui les sources offrent-elles un regard? Est-ce que l'historien arrive à sortir de cette passion, de cette ambivalence sur ce personnage pour en déceler sa réalité? Les sources ne le permettent pas, sauf si on les utilise comme des sources. C'est-à-dire que, à partir du moment où on considère tous les discours qui sont produits par Raspoutine comme faisant partie de cette histoire et de ce mythe, et non pas comme essayant de nous livrer une vérité, y compris celle que lui-même a laissée. On savait qu'il était relativement analphabète, mais il a quand même laissé quelques textes, quelques écrits autographes non apocryphes. Il y en a beaucoup aussi d'apocryphes. Eh bien, on peut, en tout cas, dresser un portrait mosaïque, ou même un portrait cubiste, en quelque sorte, de ce personnage. Arriver à la vérité sur un personnage, mais on ne peut pas non plus sur Jules César, sur le général de Gaulle ou sur François Hollande. Si vous voulez, c'est relativement impossible à partir du moment où nous ne sommes pas ce personnage-là. Ce qu'on peut collecter, et ce que j'ai fait, c'est l'intégralité des témoignages, l'intégralité des représentations, qu'elles soient photographiques, cinématographiques ou picturales, de ce personnage, et essayer de trouver des points communs et des différences, et de trouver surtout pourquoi telle personne insiste plutôt sur le fait qu'il était grand, beau et fascinant, tel autre va remarquer ses doigts sales et ses chicots dans sa bouche, un tel va prétendre qu'il a les yeux perçants, l'autre les yeux globuleux, etc., etc. C'est-à-dire que chacun projette dans Raspoutine l'image qu'il se fait de quoi? L'image qu'il se fait du paysan russe, l'image qu'il se fait de l'ecclésiastique russe, ou l'image qu'il se fait de ces sortes de prophètes qui parcourent un petit peu toute la Russie, qu'on envie, qu'on vénère, dont on se méfie en fonction de sa position dans la société. Comment arrive-t-il à Pétrograd ? Alors c'est un peu mystérieux. On sait que il a probablement été recommandé par plusieurs ecclésiastiques, notamment qui l'ont accueilli dans des monastères un peu partout en Russie, que ce soit en Sibérie, en Russie ou d'ailleurs aussi en Ukraine, à Kiev, et qu'à partir de ce moment-là, il arrive muni d'une lettre de recommandation à l'Académie de théologie de Pétrograd en 1903. Recommandation qui le porte très rapidement auprès de deux figures assez essentielles du milieu théologique et donc du clergé orthodoxe, du haut clergé orthodoxe russe, à savoir Théophane et puis Jean de Kronstadt, qui était considéré à l'époque comme la figure théologique et intellectuelle majeure de cette église. Et la deuxième grande étape, c'est comment arrive-t-il à s'introduire aussi près du pouvoir ?
Alors ça s'est pas fait évidemment du jour au lendemain. Comme je l'ai déjà mentionné, il se trouve que ces hauts personnages ecclésiastiques sont en rapport avec des familiers de la cour, une cour qui vivote. À l'époque, on n'est plus dans le faste d'une certaine époque, une cour qui vit renfermée sur elle-même du fait notamment de la maladie secrète du tsarevitch. On y reviendra, je pense. Et que parmi ces familiers des Romanov, il y a donc ces deux princesses monténégrines qui sont mariées avec des Romanov et qui pratiquent volontiers le spiritisme, qui s'essayent un peu comme dans la Rome tardive à beaucoup de types de religiosité et qui se prennent de passion pour cette nouveauté venue d'Orient qu'est Raspoutine. Et toutes contentes de leur nouveau jouet, parce que c'est un peu ça, elles prennent sur elles, apparemment, de présenter le dit Raspoutine aux Altesses impériales, donc en 1905, au moment où quand même Nicolas II et Alexandra Fyodorovna ont un peu d'autres choses à gérer au quotidien, notamment une révolution. Et donc l'effet a été, semble-t-il, tout à fait convenable. Raspoutine, en tout cas, en ressort très content, mais il ne se passe rien de plus. Il faut attendre plusieurs mois pendant lesquels Raspoutine retourne chez lui en Sibérie, avant que Raspoutine ne revienne et qu'il pénètre littéralement au cœur de cette cour. Et le moyen qu'il utilise avec beaucoup de lucidité et beaucoup de ruse, c'est justement l'amour extraordinaire des deux parents pour leur fils malade. Quel parent n'adore pas un fils malade? Et puis aussi cette piété très singulière qui les caractérise, notamment l'impératrice qui n'est pas née orthodoxe, elle est d'origine allemande mais non prussienne. Elle est donc née protestante. Elle s'est convertie car c'est nécessaire à l'orthodoxie pour pouvoir épouser Nicolas, qui n'était pas encore le Nicolas II, Nicolas Romanov, et d'ailleurs leurs épousailles ont coïncidé quasiment avec le décès d'Alexandre III. Et donc, elle a, comme souvent les nouveaux convertis, elle a développé une religiosité très poussée, très superstitieuse, très matérialiste, dit Zinaïda Hippius, et je crois que la poétesse avait bien raison quand elle analyse assez finement ceci, le fait que Alexandra Fyodorovna avait besoin de voir et de toucher pour croire. Et avec cette incarnation du peuple paysan, religieux, de l'énigmatique vérité révélée, un peu barbu, comme le Christ l'était, peut-être, eh bien, elle peut toucher véritablement et se faire toucher au sein du palais, je ne parle pas sexuellement, par cette sorte de grâce qui lui vient du fin fond de la Russie, elle qui n'est pas russe. La guérison du tsarevitch, c'est véritablement une sorte de révélateur, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, c'est la guérison qui va amener les il n'a jamais guéri, l'hémophilie malheureusement est incurable. Ce qu'avait le tsarevitch Alexis, c'était des crises particulièrement aiguës et notamment en cas de choc, tout à fait typique. Ces crises étaient régulières, était particulièrement inquiétante et la pire a été celle de 1912. Lors d'un bal, si mes souvenirs sont bons. Oui, alors c'était effectivement lors d'un bal, il jouait comme tout enfant de moins de 10 ans et il s'est violemment cogné. On a vraiment cru qu'il allait trépasser au point que l'empereur a rompu le secret et a annoncé à toute la nation que non seulement le tsarevitch allait peut-être décéder, mais que c'était dû à une maladie incurable, on n'a pas précisé laquelle, et qu'il demandait à tout le peuple de prier pour le tsarevitch. Il se trouve que Raspoutine n'était pas au palais à ce moment-là, il était en Sibérie, qu'il a intercédé, je mets des guillemets, à travers une sorte de transe chez lui qui a été décrite notamment par sa fille bien plus tard au XXe siècle dans ses mémoires, et que le tsarevitch, miracle, dit-on, alors qu'il était condamné par tous les médecins les plus éminents, russes et non russes, eh bien, s'est remis une nouvelle fois de cette crise. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'à partir de 1912, c'est un tournant dans la vie de Raspoutine, dans la vie du couple impérial, et puis
dans dans la destinée de la Russie, parce qu'à partir de ce moment-là, non seulement tout le monde connaît la faiblesse de la dynastie, Raspoutine devient irremplaçable au palais, et surtout tout le monde connaît son rôle au palais, et il devient un objet d'opinion publique. Plus personne ne peut ignorer qui est Raspoutine, et plus personne ne peut ne pas s'en prendre à lui quand on est adversaire de la monarchie, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'adversaires de la monarchie en Russie à l'époque. Donc la maladie est réelle. On constate tout de même, juste pour épiloguer sur ce thème, que Alexis, après la disparition de Raspoutine, n'a plus été malade, n'a plus eu de crise, et qu'ensuite il a été assassiné. Alors en tant qu'hémophile, il a dû mourir assez vite, je suppose, de quelques balles dans le corps, mais en tout cas entre la fin décembre 1917 et son assassinat un an et demi plus tard, le 16 juillet 1918, il n'y a plus de crise. Donc, est-ce que l'hémophilie a eu tendance à passer avec l'âge, ce qui est une possibilité, une évolution de la maladie? Toujours est-il que Raspoutine, lui, est arrivé au moment où ces crises étaient les plus aiguës et au moment où on avait le plus besoin de lui. Il devient intouchable à partir de ce moment-là? Il devient plus qu'intouchable, c'est-à-dire que plus on cherche à le toucher, plus les tsars le défendent, et plus ils le reprochent, et plus il se renferme, plus il repousse les avis extérieurs. C'est en quelque sorte, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de deux camps. Le camp des nôtres, comme dit l'impératrice dans ses lettres à Nicolas II, celle qu'elle lui envoie pendant la guerre entre 1915 et 1916, et puis le camp des ennemis, très nombreux, très divers aussi, de la cour, de l'Empire et de Raspoutine, de Grishka. Est-ce que c'était un arriviste, Raspoutine? Est-ce que finalement cette errance n'est pas une volonté de chez lui de fuir son petit village de Sibérie pour au fond réussir? Parce que vous présentez un homme quand même qui vit dans une forme de stupre et de luxure. Oui, à partir de 1914, notamment après la tentative d'assassinat dont il a été victime, c'est vrai qu'il y a là un nouveau Raspoutine qui émerge, notamment un Raspoutine nocturne, un peu un Dr Jekyll et Mr Hyde. Est-ce que c'est un arriviste? Il faudrait croire pour cela à la programmation depuis le départ par Raspoutine et à la foi qu'il avait dans sa possible réussite. Moi, je pencherais plutôt pour un Raspoutine sachant naviguer à vue, de manière sachant très bien percer à jour ses interlocuteurs, assez malin pour leur donner à entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, ou les alimenter en paroles assez énigmatiques pour susciter des conversations, des rumeurs, etc. Mais est-ce que vraiment il voulait arriver au palais, être le confesseur des tsars, être le guérisseur de Tsarévitch? Je pense qu'on peut en douter. Toujours est-il que les circonstances et les structures sociales de l'époque l'ont permis. Raspoutine n'aurait pas pu exister sous Alexandre III, il n'aurait pas pu exister sous Lénine, il ne pourrait pas exister, je pense, aujourd'hui sous Poutine. C'est vraiment l'homme du moment. Et c'est en ce sens qu'il m'a aussi intéressé, que sa figure m'a passionné finalement. C'est qu'il est très révélateur, ce Raspoutine, de cette Russie de l'époque, à la fois en pleine modernisation et en même temps très superstitieuse, à la fois en pleine révolution et en même temps très religieuse et conservatrice, à la fois de plus en plus urbaine et en même temps ne sachant pas rompre ses attaches avec la ruralité. Mais face à, j'allais dire, aux dérives du personnage, que ce soit l'alcool, le sexe, toutes ces images qui sont véhiculées ne touchent pas la famille impériale. Alors, je ne sais pas si le Tsarévitch était au courant de tous ces bruits. Je pense que c'était un enfant très protégé à tous les sens du terme. Nicolas II s'est vu, quant à lui, remettre plusieurs rapports. Et Nicolas II, je pense, était assez lucide pour comprendre qu'il y avait une part de vérité dans ces rapports. Mais l'enjeu était ailleurs. Accepter à la fois le contenu de ces rapports et leur existence même, c'était
remettre un peu plus encore en cause l'autocratie, une autocratie déjà bien amputée après le manifeste du 17 octobre 1905. C'était donner encore le flanc à la critique, au fait, ajouter à la rumeur disant qu'il était un tsar faible. Et donc, comme souvent, Nicolas II avait un caractère assez pas capricieux, mais assez, il était très réactif. Comme souvent, il s'est braqué. Et probablement qu'on n'a pas pu, que ce soit Rodienko, que ce soit des policiers, on n'a pas su lui présenter les choses, et surtout, plutôt que de lui présenter les faits, lui présenter une voie de sortie politique. Et donc, comme il était attaqué politiquement, il s'est défendu avec ses armes, qui sont celles d'un autocrate qui dit « je veux, je décide, je suis le tsar ». L'impératrice, elle, était, je pense, totalement convaincue que Raspoutine était incapable du moindre acte qu'on lui reprochait, au point qu'elle croyait à la rumeur disant que c'était un faux Raspoutine qui se faisait passer pour Raspoutine pour lui nuire. Et je ne pense pas que Raspoutine lui-même ait dû beaucoup la pousser dans cette direction pour qu'elle soit convaincue. À partir du moment où elle l'a fait entrer dans son cœur et dans son âme, dans ce qui était le centre de sa vie, à savoir sa foi et son fils, elle faisait partie, en quelque sorte, Raspoutine, faisait partie de sa trinité. Avec, il y avait Nicolas II, Alexis et Grishka, notre ami. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne pouvait rien lui dire. Elle ne pouvait pas, tout son système de croyance se serait effondré si elle avait ajouté foi à ce qui était pourtant véridique, à savoir un certain nombre d'excès. Cela dit, je ne sais pas si on va en reparler ou pas, ou si je dois en parler maintenant, mais sur la question sexuelle, c'est beaucoup plus ambigu qu'il n'y paraît. Là encore, un peu comme pour le portrait physique ou pour le portrait moral de Raspoutine, il est difficile de trancher. Alors, vous montrez bien ce lien entre le tsar et Raspoutine. Est-ce que Raspoutine, je posais la question au début de cette émission, a eu une influence sur la politique du tsar? Alors, d'abord, il faudrait remettre à sa place le tsar. Et non pas rendre à César, puisque ça vient de là, le mot tsar. Ce qui est à César, le tsar n'est qu'un des éléments du pouvoir en Russie. De même que Guillaume II n'est qu'un des éléments, ou que la reine Victoria n'est qu'un des éléments du pouvoir. Il y a une administration qui est en place, il y a un gouvernement. Certes, ce gouvernement n'est responsable que devant le tsar, et le tsar a tout pouvoir pour changer les ministres à sa guise, mais malgré tout, des ministres comme Stolypine, comme Witte, comme même Sazonov ont beaucoup de pouvoir. Et parfois plus que le tsar lui-même, qui n'a pas, si vous voulez, de cabinet, de secrétariat, et qui donc ne peut pas véritablement influer sur son administration. Donc ça, c'est une première dimension à prendre en compte. Ensuite, qu'est-ce que décide le tsar? Le tsar a tout pouvoir en matière de religion, il a tout pouvoir en matière militaire, et il a tout pouvoir en matière politique. En matière économique, on va dire qu'il s'y intéresse un petit peu moins. En matière ecclésiastique, il est certain et avéré, et on a beaucoup de preuves dans les archives, que Raspoutine est énormément intervenu, et d'ailleurs, c'est logique, c'est sa partie. Il a notamment raspoutinisé le clergé, promu des copains, il faut bien dire ce qui est, au point qu'on considérait qu'à sa mort, à peu près un tiers des évêques devaient leur poste à Raspoutine. Donc ça, c'est quelque chose... Une sorte de ministre du culte. Une sorte de ministre du culte qui remplace celui qui joue ce rôle, donc le procureur du Saint-Synode, et qui l'a fait d'ailleurs changer plusieurs fois à sa guise. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, il a largement influencé la politique ecclésiastique, et il a lutté efficacement contre ses adversaires, qui étaient ses anciens promoteurs d'ailleurs, notamment Théophane, et puis le moine antisémite Héliodore. Du point de vue politique... en dehors de la nomination du ministre de l'Intérieur Protopopov, sur lequel, là on a des preuves puisqu'on a les lettres de l'impératrice, sur lequel donc en septembre 1915 l'impératrice insiste très lourdement et manifestement en accord avec Raspoutine, on ne peut pas dire que Raspoutine ait présidé aux destinées politiques de la Russie. La nomination comme Premier ministre de Sturmer en 1916, qui est souvent présentée comme une manœuvre de Raspoutine, a été surtout un choix par défaut de Nicolas II, qui en avait un peu assez d'avoir des premiers ministres forts en face de lui, et qui a voulu justement choisir un premier ministre faible en la personne de cet inconnu qui était Sturmer. Bon.
Et enfin, du point de vue militaire, là, il est aussi clairement établi que jamais à un seul, et diplomatique, jamais à un seul instant, Raspoutine n'a été écouté par le tsar. Il est sûr aussi que le tsar en avait assez que Raspoutine essaye de lui donner des conseils. Il a, à de nombreuses reprises, dans les lettres qu'il envoie à la tsarine, il lui mentionne de ne pas en parler à notre ami, comme il l'appelait, ou de ne pas... Avec un A majuscule. Avec un A majuscule, bon, c'est comme ça. Et il n'écoutait que les généraux en chef, ce qui est relativement sage pour un chef d'État. Et du point de vue de la diplomatie, il n'écoutait que les diplomates professionnels et le ministre des Affaires étrangères, Sazonov, ce qui fait que... par exemple, notamment, alors que Raspoutine était très férocement opposé à toute idée de guerre, par un pacifisme paysan, populaire, eh bien la guerre a malgré tout été déclarée par la Russie, ou en tout cas la mobilisation générale décrétée le 30 juillet 1914, ce qui a conduit à déclencher l'engrenage qui a mené à la Première Guerre mondiale. Il joue le rôle un peu de Cassandre par rapport à cette guerre. Il prévoit le pire, et à un moment vous le citez longuement, où on comprend que la famille impériale et l'empereur ne vont pas se relever d'une telle épreuve. Alors oui, alors là je pense que vous coagulez en quelque sorte deux prophéties, une qu'il a réellement énoncé, oui. Et l'autre qui est totalement apocryphe et qui d'ailleurs est cité dans le dernier numéro d'Historia, ce qui est un petit peu par Vladimir Fedorovski, et ce qui est complètement hallucinant puisqu'on sait que c'est un magnifique faux rédigé en 1931. Donc la première, effectivement, quant à la guerre, quand on la lit attentivement, en fait il n'y a rien de très étonnant. C'est tout simplement la description des malheurs de la guerre. Si vous voulez, c'est l'équivalent d'une gravure de Dürer sur les malheurs de la guerre. Donc c'est quoi? Ce sont les fléaux habituels, la famine, les épidémies, les flots de sang, la mort de masse. Quelque chose qui est de toute façon très familier aux Russes, puisque ne l'oublions pas, contrairement aux autres nations belligérantes, ils ont eu une guerre que les Américains appellent d'ailleurs la World War Zero, qui est la guerre russo-japonaise. Donc 10 ans auparavant, ils ont vécu cette guerre moderne extrêmement traumatisante pour les corps et pour la nation. La deuxième prophétie, c'est celle qui prétend que si Raspoutine est assassiné par quelqu'un de la famille Romanov, alors la dynastie s'effondrera, mais que s'il est assassiné par quelqu'un du peuple, c'est un magnifique faux qui n'apparaît dans aucune source avant 1931. C'est le Aaron Simanovitch, le secrétaire, entre guillemets, autoproclamé de Raspoutine, qui l'a présenté dans l'ouvrage qu'il consacre à Raspoutine à cette époque-là. Et depuis, ça a été repris et repris et repris à nouveau. Et le mérite quand même de l'historien Radzinski, Edvard Radzinski, c'est d'avoir clairement montré qu'il s'agissait d'un faux par plein de petites anecdotes trop belles pour être vraies, et surtout par le fait qu'on ne trouve nulle part source, alors qu'un document pareil sur un personnage qui fascine à ce point l'opinion, que personne n'en ait parlé avant 1931, c'est littéralement impossible. Ce n'est pas possible. On a publié la moindre petite anecdote sur lui. Toute personne qui l'a rencontré au moins une fois appelait directement un journal pour raconter ce que lui avait raconté Raspoutine. Et là, tout à coup, en 1931, on aurait cette magnifique prophétie qui serait restée enfermée dans... Ça fait partie des mythes habituels autour de Raspoutine, et d'ailleurs ça fait partie de ce qui est attachant chez le personnage. Alors il y a une chose que je ne voyais pas en tous les cas. Alors je n'ai pas lu votre livre sur la guerre et la Russie. Je comblerai cette lacune, mais vous expliquez dans votre livre que, je vous cite, le conflit est sans doute apparu aux gouvernants russes plus ou moins consciemment comme une issue plus certaine que l'avenir assombri de la puissance en déclin. Et donc Raspoutine s'oppose à cette idée, donc en critiquant bien évidemment la guerre, et plus particulièrement en critiquant le fait que le tsar, qui incarne cette nation, veuille essayer de retrouver un peu de crédit en devenant commandant en chef des armées. Oui, il se porte commandant en chef à un moment relativement tragique de la guerre, après ce que les Russes appellent la Grande Retraite. C'est une série de défaites entre le printemps et l'été 1915 qui fait reculer le front de plusieurs centaines de kilomètres, ou avancer du point de vue des Allemands. Et pour sauver la nation, pour remonter le moral des troupes et de la nation, le tsar décide de limoger son cousin, qui était assez populaire, Nicolas Nikolaïevitch, et de se porter en personne, ce que
aucun tsar n'avait fait depuis Pierre Ier, à la tête des armées, ce qui est un gros risque évidemment, puisque en cas de victoire, le crédit en sera imputé au tsar, mais en cas de défaite, comme on l'a vu, eh bien ce sera à ses dépens. Raspoutine s'oppose aussi à l'impérialisme, en ce sens que de ce point de vue, on pourrait le classer parmi les slavophiles. Pour lui, une Russie grande n'est pas une Russie plus grande. Une Russie grande, c'est une Russie qui est forte de l'intérieur. C'est une Russie qui sait retrouver ses racines et qui s'est développée sur un territoire déjà immense, avec un peuple déjà relativement conséquent, d'à peu près 170 millions de sujets, qui doit se développer de l'intérieur et qui doit améliorer son économie, et notamment son économie paysanne, avec laquelle Raspoutine était très familier, bien entendu, plutôt que d'aller chercher des richesses à l'extérieur, d'aller piller d'autres peuples. C'est ça qu'il reproche à l'impérialisme Romanov. Par ailleurs, comme je le disais, il a vu et il a ressenti les ondes très négatives de la défaite contre le Japon, et tout le monde sait que l'armée russe ne s'est pas relevée de cette défaite et qu'elle n'a pas du tout progressé. Ça, vous pouvez le voir justement dans mon ouvrage, notamment dans tout ce qui est, non pas la guerre moderne au sens technique, mais au sens stratégique et tactique. Les Russes apprenaient encore à faire la guerre dans les livres d'histoire en apprenant les grandes batailles. Plus personne ne fait ça dans les grandes armées modernes en 1914. Donc ils sont en retard d'une ou deux guerres. Et de fait, si on regarde un peu l'histoire de la Russie depuis les victoires contre Napoléon, le nombre de défaites de l'armée russe est largement supérieur au nombre de victoires. En dehors de la grande guerre patriotique sur la bête germano-fasciste, évidemment en 1945. Mais sinon, il y a quand même une série de défaites assez impressionnantes qui tient à une manière de faire la guerre très peu économe en hommes, une stratégie d'attaque à tout va, et de confiance dans l'héroïsme et l'abnégation du moujik à qui on dit d'avancer et qui va avancer parce que le barine, le seigneur, lui dit. Alors venons-en à sa disparition. Est-ce que le mythe Raspoutine aurait été différent si cette mort n'avait pas été aussi romanesque? Eh bien, on va pas parler du vaudeville, mais mais c'est mieux que ça. Moi, je pense que sa mort, telle qu'elle a été décrite par 2 des participants sur 4, au minimum, mais pas par le principal coupable, je vais y revenir, sa mort, en fait, est la source même du mythe. C'est-à-dire qu'à force de voir tous ces films, de les visionner, et nul besoin de vous dire que le climax de tous les films, c'est l'assassinat, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas la mort de Raspoutine qui avait inspiré les films, mais les films de l'époque qui avaient inspiré les récits sur la mort de Raspoutine. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille... Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est oui. que très vite, si vous l'avez dit au début, oui. dès 1917, c'est-à-dire dans les 6 mois suivant cette mort, il y a déjà un film. Il y a plusieurs films en Russie et 2 films aux États-Unis. Oui. Donc c'est très très rapide. Ce qui montre le fait... incroyable. Comme je l'écris avec un très mauvais jeu de mots, mais c'est ma spécialité, je dis que Raspoutine est la star de toutes les Russies. Et c'est assez vrai. Il a l'aura à l'époque d'une star hollywoodienne. Il ne peut pas faire. Il est accueilli par les flashs des photographes à la gare de Moscou ou de Petrograd. Ses moindres faits et gestes sont commentés. Le nombre de petits échos dans la presse à son sujet est absolument incommensurable. Heureusement, ils sont recensés sur Internet, ce qui m'a beaucoup aidé, sur la page Facebook de Raspoutine, qui existe en russe, dans le Facebook russe, mais si vous voulez, on est dans un phénomène, c'est comme les faits et gestes de n'importe quel de Vanessa Paradis, vous voyez, tous les jours, il y a quelque chose sur lui. Et il y a en fait, le phénomène de starification tel qu'on le connaît aujourd'hui existait à l'époque. Il existait et il était bien plus célèbre que les tsars, et surtout, on pouvait parler de lui bien plus librement puisqu'il n'y avait pas d'interdit et de censure à son sujet. Donc parler de lui, c'était aussi d'une certaine manière, une manière détournée de parler du couple impérial. S'attaquer à lui, c'était s'attaquer à la monarchie. Mais ça, j'y reviendrai. Et donc, sa mort. L'autopsie, dont on a les documents qui sont accessibles dans les archives aujourd'hui, montre qu'il n'a pas été empoisonné. On n'a pas retrouvé de poison dans son estomac. Le poison, ça reste. Il n'y avait pas un fameux liquide noir sur lequel comme il n'y a pas eu d'autopsie, on n'a pas su ce que c'était exactement. On a glosé dessus, mais voilà. Il me semble que l'histoire a été un peu plus simple qu'elle n'est décrite.
que Raspoutine est d'abord venu en confiance, attiré donc par ce Félix Yusupov qui le fascinait, pour lequel il avait peut-être une attirance, je ne sais pas, peu importe, ce n'est pas mon il lui avait souci. promis la rencontre de la cousine du tsar Nicolas II, qui refusait visiblement de le voir depuis des lustres. Oui, mais pourquoi se décider ce soir-là? Vous voyez, si vous voulez, toute cette affaire est assez fumeuse. Quoi qu'il en soit, il n'était pas à une sortie près, il n'était pas à une aventure près, et ce soir-là, il s'est dit, Yusupov, pourquoi pas? Allons-y, le palais, je ne le connais pas, il arrive dans la pièce, mais au bout d'un moment, soit qu'il est lucide, soit que les choses arrivent très vite. On sait qu'il a passé 2 heures dans ce fameux sous-sol, puisque on a des horaires d'arrivée et puis l'heure du coup de feu. Donc on sait qu'il a au minimum passé 2 heures. L'expertise balistique aussi montre qu'il n'y a aucune balle qui a été retrouvée dans les murs d'un endroit clos, voûté, dans lequel soi-disant on lui aurait tiré dessus plusieurs fois. C'est quand même un petit peu bizarre. Et les balles ont traversé le corps de Raspoutine, on les a pas retrouvées dans Raspoutine. Donc si vous voulez, moi je veux pas faire comme les experts Miami, mais malgré tout, on a une certaine expérience aujourd'hui du film policier pour se dire que quelque chose cloche. Donc bon Dieu, mais c'est bien sûr, il a été de toute façon abattu seulement à l'extérieur. Abattre quelqu'un qui s'enfuit en courant, en pleine nuit, dans un paysage de neige, il n'y a pas 150 personnes qui peuvent le faire. Il y a que quelqu'un qui s'est tiré. Yusupov n'a jamais tenu une arme de sa vie. Purishkevitch, le député ultra-anarchiste, non plus. Trehabler, c'était le tartarin de la Douma, si vous voulez, mais alors absolument incapable de tenir un pistolet. Le seul qui était un très très bon tireur reconnu dans tout Petrograd et qu'on craignait beaucoup en duel, c'était Dimitri Pavlovitch, le cousin du tsar. Donc, ceci plus le fait que le tsar s'est contenté de envoyer en relégation notre ami Félix, alors qu'il a condamné au front perse, qui n'était pas un front très marrant, Dimitri Pavlovitch, donc il a très bien compris, le tsar, Nicolas II, qui était le véritable responsable. Donc, on en revient au récit. Dimitri Pavlovitch, lui, se tait. Il se tait, il a choisi de garder le silence toute sa vie. Et il faut attendre donc 1920 pour que Purishkevitch donne sa première version. Il meurt lui-même en 1921. Et puis Yusupov, lui, donne plusieurs versions un petit peu différentes et finit par en fixer une en 1927. Donc pour les 10 ans de l'assassinat. Les deux versions ne concordent pas sur plein de détails. Elles sonnent relativement faux à plein d'endroits, ce qui laisse penser que ces deux personnages cachent quelque chose. Et ce qu'ils cachent, et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est ce que Rasinski, que j'ai cité tout à l'heure, le dit très clairement dans son ouvrage, et qui, de ce point de vue-là, un ouvrage très raspoutinophile, mais de ce point de vue-là, est tout à fait intéressant à lire. Et il le montre très bien. Et je veux dire, moi, j'ai relu tous les éléments du dossier. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Donc, pourquoi raconter l'histoire de cette manière-là? Eh bien, d'une part, parce qu'il est toujours, je pense, plus satisfaisant pour l'ego et plus déculpabilisant aussi vis-à-vis du reste de la société, de montrer qu'on a abattu un monstre. D'autant plus un monstre qu'on n'arrive pas à abattre. Quelqu'un qui est invulnérable. Quelqu'un, une sorte... On a terrassé Saint-Georges. On a terrassé le dragon. Oh, lapsus, c'est intéressant. On a terrassé le dragon. Et donc, les nouveaux Saint-Georges, un Saint-Georges ultramonarchiste et un Saint-Georges aristocrate proche des Romanov, ont essayé par ce biais de défendre la Russie, voire de la ressusciter. Ensuite, moi je suis, comme je l'ai dit, un spécialiste de cinéma russe et soviétique, et les films les plus à la mode à l'époque, c'était les films de vampires. Et dans ces films de vampires, la scène de climax, c'était quoi? C'était le moment où le vampire qu'on croit mort se réveille, ouvre les yeux et essaye d'attraper les personnes qui sont autour de lui et crie. Alors ce sont des films muets, mais crie des prénoms, des noms ou des malédictions. C'est-à-dire complètement les scènes qui sont décrites de Raspoutine criant « Félix, Félix, tu m'as tué », etc. Donc si vous voulez, pour moi, il y a une parenté, et je pense que personne ne s'y est trop trompé à l'époque, il y a une parenté évidente entre ces scènes. Et ces scènes, donc, sont du mythe. Elles sont la source du mythe, et elles permettent à tout le monde de broder à partir de cet élément central, en remontant en arrière, en remontant qui jusqu'à l'enfance, qui seulement jusqu'à l'arrivée à Petrograd, peu importe, et ensuite en essayant d'en tirer les leçons, des leçons politiques, morales, par rapport à la destinée de la Russie et de la monarchie. Alexandre Zumpf, on arrive peu à peu au terme de cette émission.
à un moment, vous abordez bien évidemment le basculement. C'est ce qu'il y a d'étonnant, c'est que une fois que Raspoutine est mort, il y a une sorte de véritable délire anti-monarchique, et alors que le mal finalement disparaît, eh bien, on souhaite en rajouter davantage pour enfoncer la monarchie impériale. Oui, alors si on regarde très attentivement les dates, passer l'émotion et la très très large couverture médiatique de la disparition d'abord, ensuite de la découverte du corps et enfin de l'histoire de l'assassinat, cette émotion retombe relativement vite. Il faut dire qu'il y a toujours une guerre en cours, on change de Premier ministre, etc. Et puis intervient la Révolution de février. La Révolution de février ne s'est pas déroulée par rapport à Raspoutine. On sait qu'il y avait une crise de disette, qu'il y avait de gros problèmes au front, et aucune banderole lors des 5 jours de manifestation n'a parlé à un seul moment de Raspoutine. Donc ça tendrait plutôt à montrer que, bien sûr, c'est pas une histoire anecdotique, mais que ce n'était pas la préoccupation principale, malgré tout, de la population. Il se trouve que le tsar Nicolas II abdique, et, chose illégale, abdique aussi au nom de son fils le 2 mars, que son frère Michel Romanov refuse la couronne assez prudemment et assez sagement, je pense, le 3 mars, et qu'à partir de ce moment-là, on entre dans l'inconnu. Il n'y a plus de monarchie Romanov, il n'y a plus de démocratie, on forme un gouvernement provisoire, et ce gouvernement provisoire, dès le 6 mars, libéralise totalement la société, libère l'expression publique, l'opinion, et on peut parler littéralement d'une première glasnost dans l'histoire, d'une première époque de transparence dans l'histoire de la Russie. Et cette transparence permet de tout dire, permet la publication d'archives, déjà à l'époque, et on s'attaque évidemment à ce à quoi on n'avait pas le droit de s'attaquer, à savoir la monarchie. On s'y attaque du point de vue politique, bien entendu, mais du point de vue politique, après tout, la messe est dite. On s'y attaque aussi du point de vue moral, en rendant responsable de la défaite et de la crise ce tsar et cette tsarine, cette allemande, qui ont plongé la Russie dans la ruine, dans la misère, dans le désespoir. Et donc on le fait par le biais de toutes ces publications. J'ai dénombré, je ne sais plus exactement, une 60aine, je crois, de brochures sur Raspoutine parues en quelques mois, 8 ou 9 films parus en Russie, alors plus ou moins, ils ont tous disparu sauf un, montés sur Raspoutine et montrés sur les écrans de Russie et de Navarre à un public très friand de cela, parce que ça permettait à la fois d'être dans la destruction carnavalesque des symboles impériaux, d'être dans la revanche sociale, et en même temps aussi de se sentir maître politique du jeu, de la part du peuple, maître de tout dire, de tout penser, et notamment de dire et de penser qu'on ne doit plus revenir à la monarchie et qu'on doit maintenant passer à un autre système, notamment un système républicain. Donc on est dans l'ordre du symbole, mais le tsar était associé, ou en tous les cas Raspoutine était associé à la décadence du pouvoir impérial, mais ça ne signifie pas que sans Raspoutine, la Russie aurait vécu et aurait continué son chemin avec le pouvoir tsariste. Est-ce qu'on peut associer dans les causes de la révolution ce personnage ? C'est une des causes ? De toute façon, à partir du moment où c'est un acteur de cette histoire, oui, il est. Je ne dirais pas que c'est une des causes directes, mais il a participé de la désacralisation de la famille impériale, notamment de la tsarine. Il a participé de la ridiculisation du pouvoir impérial personnifié par Nicolas II. Ça, c'est certain. Il est certain que si la Russie n'était pas entrée en guerre, peut-être qu'aujourd'hui, on aura encore des Romanov à la tête de la Russie, et ça a été une erreur stratégique, diplomatique, monumentale. Mais évidemment,
il est facile pour nous, 100 ans après, de juger l'histoire. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Zumpf d'être venu au micro de Storia Voce. Je rappelle les références de votre ouvrage, donc Raspoutine, paru aux éditions Perrin dans la collection Biographie. Et je tiens à mentionner encore une fois La Grande Guerre oubliée, paru chez le même éditeur en 2014. Cette émission n'aurait pas été rendue possible sans l'aide d'Amandine, que je tiens à remercier ici. Et je remercie aussi, comme d'habitude, Georges à la technique et au montage, et vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre radio web. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux grands entretiens de Storia Voce. Merci.